Vous avez la main. Ok, merci beaucoup. Je t'ai coupé la parole. Je suis désolée. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, a priori, vous ne pouvez pas ni nous répondre par oral ni par écrit, mais en tout cas, on sait que vous êtes déjà 23 connectés. Donc, on va pouvoir, 24 maintenant, on va pouvoir démarrer tranquillement ce Oui, web café RSE numéro 2. juste Oui, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous indiquer, en appuyant sur le petit point d'interrogation qui se trouve normalement sur la droite de votre écran, nous indiquer si vous nous entendez? Voilà, ça peut prendre quelques secondes. Ok, il y a une réponse positive, donc le son passe. Voilà, je vous laisse la main. Ok. Je m'excuse juste par ailleurs parce que a priori, ça fait un son pas forcément hyper agréable, mais je suis dans une pièce avec une hauteur de plafond et pas beaucoup de meubles. Donc, du coup, voilà, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, je m'excuse par avance si c'est un peu désagréable. On prend le temps de se présenter rapidement, Céline, et puis ensuite, on démarre la présentation. c'est parfait. Alors, donc moi, je suis Céline Brugnot, je suis programme manager emploi, formation et RSE chez ADN Ouest. Donc ADN Ouest qui est un réseau de 600 entreprises prestataires ou utilisatrices du numérique et qui rassemble aussi des organismes de formation et des écoles qui forment au métier du numérique. Et donc j'interviens ici auprès d'Anne-Laure sur ce module dédié au numérique responsable qui est un des sujets dont on s'empare, dont nos adhérents s'emparent chez ADN Ouest et donc pour lequel j'aurai plaisir de partager avec vous cette petite heure à venir. Et donc, moi, je suis Anne-Laure Guilleneur, donc je suis consultante en RSE et donc responsable de l'agence Déclic à Nantes, qui est une agence de conseil et de formation RSE. Et donc, on accompagne la plateforme RSE de la métropole nantaise, donc Métropole, depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on a travaillé en fait sur la création de ce module numérique training qui est un module en fait qui est vraiment en mode premier pas, donc qui s'adresse pas à un public d'experts. On est vraiment sur un module premier pas pour les entreprises de toute taille, les salariés, les dirigeants qui souhaitent réfléchir en fait à leurs pratiques en matière de numérique responsable. Et on va vous donner en fait dans cette heure d'échange des conseils, des bonnes pratiques, des astuces. Et puis peut-être aussi vous faire prendre conscience d'une manière un peu plus globale de l'état des lieux sur le sujet du numérique responsable, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience de tous les enjeux. Donc, on va balayer un certain nombre de sujets. Le module, vous allez voir, est scindé en trois grandes parties. On aura une première partie qui va plutôt être dédiée à l'empreinte environnementale. Ensuite, on va aller sur la question de l'inclusion, de l'accessibilité, puis on terminera sur la question de l'éthique. Voilà, donc on va animer ce temps avec Céline. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller via le petit module questions justement qui va vous permettre de le faire. Et puis voilà, je vous propose de vous laisser guider et puis on va avancer ensemble sur la présentation. Voilà pour nous, vous nous voyez déjà. Hop, sur le numérique responsable, je te laisse la main du coup Céline pour... Ouais. Donc, comme le disait Anne-Laure, dans un premier temps, on est vraiment voilà, sur de la sensibilisation. Et donc, on va d'abord passer sur cette première partie, sur l'empreinte environnementale du numérique et sur la question de sa durabilité. Donc, on va vous faire un premier petit sondage qui est quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique dans le monde. Alors, on va lancer le sondage. Je le lance. Normalement, vous pouvez y répondre dès à présent. Alors, pour l'instant, j'ai 0 personnes qui ont voté. Est-ce que vous voyez bien le module sondage qui s'affiche? Je l'espère. Hop, c'est bon. On voit la jauge qui augmente.
Alors, vous êtes 88% à avoir voté, 91. Hop, il reste quelques personnes, 94%, on y est presque. Hop. Bon, je vous propose de fermer ce sondage. Alors, la part des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elle est de 4% actuellement. Et donc, c'est une part qui risque de doubler dans les années à venir. Et donc, je vous propose de voir dans la slide suivante la répartition des sources de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, on voit que cette répartition, elle est divisée quasiment à l'équilibre, quasiment à 50-50 sur à la fois la conception des terminaux et à la fois sur l'utilisation de ces terminaux. Donc, on a un peu l'usage versus la fabrication de ces outils. Alors, on avait une question qu'on posait, mais via ce module-là, on aura du mal à la poser. Généralement, donc, la question qu'on pose, c'est est-ce que tout le monde possède un smartphone? On s'attend à ce que la réponse soit plutôt oui. À quand remonte l'achat du dernier smartphone? Et on avait aussi pour habitude de poser la question, est-ce que tout le monde possède 2 smartphones? Puisqu'on voit que dans les usages, notamment des entreprises, se généralise aussi le fait d'avoir recours à 2 téléphones portables. Donc, si on regarde la progression de l'utilisation des smartphones, donc on voit qu'il y a 10 milliards de smartphones qui ont été vendus dans le monde depuis 2007. Donc, c'est une courbe très croissante. Mais on voit que depuis 2018, on observe en fait une baisse des ventes de 4% de smartphones. Et donc la slide nous indique que pour fabriquer un téléphone, il faut à peu près 4 tours du monde. Donc on le voit dans la slide d'après, la fabrication d'un téléphone portable, ça implique beaucoup de matériaux. Alors, je n'aurai pas la prétention de vous analyser le tableau périodique des éléments qu'il faut pour fabriquer soit un écran tactile, soit un boîtier. Mais en tout cas, on sait que dans les années 50, pour fabriquer un téléphone fixe, il fallait à peu près une dizaine de métaux. Dans les années 90, pour fabriquer un téléphone, il en fallait 29. Et aujourd'hui, on va jusqu'à 55 métaux pour fabriquer donc, un téléphone portable. Et donc, on voit bien qu'à mesure que les fonctionnalités des téléphones portables ont évolué, on a du coup un usage aussi croissant, un recours croissant aux métaux on extrait beaucoup plus de métaux pour fabriquer ces terminaux. Donc, pour diminuer cette empreinte de l'utilisation des smartphones, on a évidemment beaucoup de solutions que vous pouvez connaître. D'une part, c'est de le renouveler moins souvent, ne pas avoir recours finalement au renouvellement un peu facile qu'on peut avoir par exemple via les abonnements ou via les entreprises, où on se dit que en fait 2 ans c'est la durée de vie d'un téléphone en entreprise, peut-être essayer d'augmenter en fait son utilisation. On peut aussi privilégier la réparation de son smartphone plutôt que d'en acheter un neuf. Donc on a quelques acteurs qui sont spécialisés dans cette réparation. Et donc là, c'est une info toute récente, mais donc il y a la Fnac et Darty qui ont sorti un baromètre et qui analyse en fait la disponibilité des pièces détachées pour faire réparer différents matériaux, dont les smartphones. Donc là-dessus aussi, ça peut être intéressant de se pencher sur les éléments qu'on a à disposition pour pouvoir faire des choix un peu en toute conscience. L'idée, c'est que peut-être quand on se sépare de son téléphone portable, on puisse aussi penser à le recycler. Il y a des acteurs qui sont spécialisés dans le recyclage de smartphones, d'ordinateurs. Et puis, il y a aussi les téléphones qu'on dit durables. Notamment, on pense au Fairphone, donc qui propose en fait un téléphone qui est composé de différents composants, bien évidemment, et qui est facilement réparable et donc, dont on peut acheter les différents matériaux. Donc, par exemple, ils ont sorti leur nouveau Fairphone très récemment. Et a priori, il y a une amélioration de l'appareil photo. Et donc, les utilisateurs de l'ancien Fairphone ne peuvent remplacer que l'appareil photo sur l'ancien et donc éviter d'acheter le nouveau. Anne-Laure, n'hésite pas si tu veux compléter. Alors, je reste discrète pour l'instant parce que ça fait plusieurs jours que je suis installée dans mon bureau et il y a une personne qui a choisi de faire des travaux pile, mais vraiment pile sur le début
webinaire, donc j'entends en fait des boum, boum, boum depuis tout à l'heure, donc je préfère couper mon son un maximum pour éviter le bruit en fait. Mais oui, si besoin, je compléterai. Et n'hésitez pas à poser des questions et à nous interpeller. Je regarde en même temps aussi le module de questions. Donc voilà, l'idée c'est aussi que ce soit interactif et qu'on puisse échanger ensemble. Moi, j'ai peut-être juste un petit élément pour compléter par rapport à notre première question de sondage au départ, quand on parlait de l'empreinte environnementale du numérique. Juste pour vous donner un point de comparaison, en fait, pour se rendre compte un peu de l'ampleur du phénomène. C'est en termes d'émissions, en fait, on est sur le transport aérien civil en fait dans le monde. Donc numérique est équivalent en fait au transport aérien civil. Donc enfin, voilà, on est loin d'être sur un sous-sujet et il est quand même largement temps en fait de s'y atteler. Donc voilà, ça permet aussi de poser les choses parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de pourcentages, beaucoup de chiffres. Et quand on ne les met pas forcément en perspective, ça ne nous parle pas forcément beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est une comparaison qui peut nous faire tilt. Et puis bah oui, un certain nombre de ressources là que tu mentionnes, Céline, où on vous enverra le support à l'issue de notre présentation. Donc vous aurez comme ça, si vous souhaitez aller plus loin, parce que là on va assez vite sur des sujets de fond. Donc on vous propose un certain nombre de lectures, de conseils pour aller plus loin et progresser en fait sur le sujet du numérique durable. Donc moi, je vais enchaîner sur la question du streaming, parce que les vidéos en ligne aussi, ça contribue largement en fait à exploser l'empreinte environnementale du numérique. Donc on est de plus en plus nombreux à pratiquer le streaming, à regarder des vidéos en ligne. On a utilisé la vidéo, enfin le gif du petit chaton, parce que voilà, on parle beaucoup des vidéos de chats. Donc c'est aussi, ça contribue largement en fait à faire exploser l'empreinte. Donc c'est intéressant aussi de regarder quelle est la répartition. Et on voit que les vidéos en ligne contribuent largement en fait à l'empreinte environnementale. C'est une étude de Shift Project. Et d'ailleurs, je vous incite aussi, si vous êtes intéressé par le sujet, à aller consulter en fait les travaux, les études en fait de Shift Project. Ils ont vraiment des choses super intéressantes et c'est hyper intéressant à creuser, plein d'études voilà, que je vous conseille de regarder. Donc sur les solutions, assez concrètement, en fait, justement, ils proposent un petit tuto. Donc, je ne vais pas te balayer ici, mais comment justement faire en sorte de réduire le poids d'une vidéo tout en gardant une bonne qualité. Donc, voilà, on a toujours tendance à mettre les choses en très haute qualité et finalement, ce n'est pas toujours nécessaire et ça a tendance justement à accroître notre empreinte. Donc, voilà, c'est une bonne pratique assez concrète, assez simple à mettre en place. Et enfin, voilà, je me permets de rebondir là-dessus. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je me permets de rebondir là-dessus. Sachez qu'en tout cas, sur les réseaux sociaux de type Facebook, Instagram, Twitter, vous pouvez choisir de désactiver, de paramétrer la lecture, d'annuler la lecture automatique des vidéos. Et ça, mine de rien, en fait, ça a aussi un impact non négligeable. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet aussi d'économiser la batterie, donc de limiter peut-être aussi le fait que le téléphone s'abîme trop rapidement, parce que c'est vrai qu'on posait la question tout à l'heure de la durée, enfin, depuis quand vous avez votre smartphone, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en général, au bout de 2 ans, en fait, on est obligé de changer, en fait, parce que le téléphone n'est plus en état de marche, ou alors est trop obsolète. Donc, typiquement, ça peut être intéressant de le maintenir le plus possible dans la durée et d'essayer d'économiser aussi la batterie un maximum, quoi. Ensuite, sur la question des emails, c'est pareil, on a basculé un peu dans un monde tout numérique depuis quelques années et on a pris aussi beaucoup l'habitude dans les entreprises, les organisations de s'envoyer un maximum de mails. Donc là, je vous propose en fait cette slide qui est assez intéressante parce qu'elle permet de mettre en perspective aussi à nouveau par rapport à la pollution en fait que génère le mail. Et donc un mail sans pièce jointe, c'est l'équivalent d'un sac plastique. Donc, voilà, je trouve que c'est assez parlant comme image. Donc 10 grammes de CO2. Et puis une année de mail professionnel donc de 100 collaborateurs, donc d'une PME,
on est sur 100 allers-retours Paris-New York. Donc voilà, il est intéressant quand même de se poser des questions par rapport au mail et que c'est loin d'être anodin et que chaque mail en fait contribue à accroître notre empreinte environnementale. Donc, on vous propose quelques solutions assez pratiques. Déjà, le fait tout simplement de limiter l'envoi de mails. On se rend compte qu'on envoie beaucoup de mails et que finalement, au regard de l'usage des pratiques, c'est pas toujours nécessaire. Et que finalement, parfois, il est bon aussi, pourquoi pas, de passer un petit coup de fil ou d'aller voir un collègue tout simplement quand on est dans son bureau. Et qu'on a pris le réflexe d'envoyer du mail systématique. Et puis, on a aussi pris le réflexe de mettre beaucoup de gens en copie. Donc, plus on met le monde en copie, et plus notre mail est polluant. Donc, il faut les minimiser un maximum et ne mettre en copie les gens vraiment que si c'est nécessaire. Et puis, un point aussi qui aggrave largement la pollution du mail, c'est la pièce jointe. Donc, plus votre pièce jointe va être lourde, plus votre mail va être important et plus il va générer de la pollution numérique. Donc, évitez les pièces jointes. Ou si vous avez besoin d'envoyer une pièce jointe, il y a des sites qui vous permettent de générer des liens de téléchargement. On vous mettra aussi des liens en fait justement dans le support. Et donc, typiquement, voilà, ça permet de réduire drastiquement l'empreinte de votre mail. Et puis quelque chose aussi qui est intéressant à faire, je me suis essayée à ce petit exercice avant de partir en vacances, c'est le fait de faire du ménage dans ses abonnements. Personnellement, j'étais inscrite à beaucoup de newsletters que je ne lisais jamais. Donc, je me suis dit qu'il était grand temps en fait que je fasse du ménage et j'ai utilisé un outil dont j'ai bouffé le nom, mais je vous mettrai aussi dans le support et qui m'a permis de vraiment de faire un gros ménage et de me désactiver en fait de tous les newsletters que je ne lisais pas. Et enfin voilà, c'est quand même super parce que finalement dans une journée on reçoit énormément de mails et qu'on consulte le même bar et donc voilà, c'est important à un moment donné de faire le tri. Et puis voilà, ça permet en plus de gagner en efficacité, donc c'est plutôt pas mal. Et puis petite astuce, trier vos messages donc par taille descendante. Comme ça, vous supprimez en priorité les mails les plus lourds et donc ceux qui vont prendre le plus de place et qui vont être de fait les plus polluants. Anne-Laure, juste une petite information. En fait, il y a un petit affichage GoToMeeting utilise la webcam devant tes slides. Ah, Est-ce ok. que tu peux le déplacer pour voilà, que ça gêne un peu moins le champ visuel? Voilà. Voilà. Si je fais masquer, voilà. C'est Là, parfait. c'est bon. Très bien. Ouais, c'est bon. Super. Donc, petite question pour enchaîner sur les mails. On s'est pas mal interrogé du coup avec le groupe de travail avec qui on a bossé pour créer ce module, parce que je ne les ai pas cités, mais j'en parlerai à la fin, mais on était plusieurs à phosphorer là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier en fait d'utiliser des outils collaboratifs ou est-ce qu'il faut mieux en fait envoyer des mails? Qu'est-ce qui est mieux? Parce que finalement, on voit un florilège d'outils apparaître. Vous en utilisez peut-être certains dans le cadre de vos missions, organisations, donc Teams, Slack, il y a même Facebook qui a déployé Workplace pour justement favoriser comme ça le collaboratif en entreprise. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Donc, finalement, en fait, c'est une question qui est assez compliquée à répondre, enfin, sur laquelle il est compliqué de répondre parce qu'on manque d'indicateurs et c'est pas si simple finalement et c'est important aussi de réfléchir voilà, sur un usage long terme et pas de manière ponctuelle. Donc, j'ai plutôt transformé en fait le questionnement initial en une série de questions qui, à mon sens, il est important de se poser en fait quand on s'apprête à utiliser un nouvel outil. Déjà, est-ce que j'en ai réellement besoin? Parce que voilà, c'est quand même un peu la question de base, mais c'est important de se la poser, puisque multiplier les outils, c'est quand même aussi perdre en efficacité. Donc, il faut quand même aussi le prendre en compte. Quels sont aussi les outils qui sont utilisés par les autres personnes avec qui je vais travailler? Parce que, voilà, c'est pas forcément très efficace non plus de multiplier les outils et d'utiliser en parallèle plein d'outils collaboratifs différents. Il faut essayer de maximiser, de prioriser sur des outils qui sont déjà utilisés par les gens avec qui vous travaillez. Ce qui est important aussi à questionner, c'est quels sont les éléments que votre fournisseur va être capable de vous transmettre. Est-ce qu'on est sur un outil responsable? Comment les datas en fait
sont conservées, les questions en fait sur la RGPD. Donc voilà, on vous invite aussi avant de sélectionner un outil à vous renseigner en fait sur tous ces paramètres plutôt liés à l'éthique notamment. Et puis quelles sont aussi les solutions en logiciel libre. Le libre, voilà, ça peut être aussi une solution intéressante. Donc il faut tester, il faut essayer, voir si ça correspond bien à votre besoin, mais enfin, voilà, il y a des choses vraiment pertinentes, intéressantes qui sont disponibles en libre. Est-ce que tu veux compléter, Céline, là-dessus? Non, mais enfin peut-être à titre d'exemple, et c'est des choses qu'on n'intègre pas forcément suffisamment au quotidien, c'est que en fait, plutôt que d'envoyer un document sur Slack, si je suis à côté de mon collègue, je vais peut-être pouvoir lui filer une clé USB avec le document en question. Enfin, c'est vraiment, en fait, on a un peu pris des automatismes avec ces outils collaboratifs, et donc l'idée, c'est au-delà du mail, c'est vraiment voilà, d'essayer de trouver des solutions qui permettent enfin, qui sont en fait plus naturelles et qui permettraient de limiter un peu cette empreinte-là. Bon, évidemment, à l'échelle d'un document, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle de listes de diffusion ou de participants à des réunions, ça peut commencer à faire la différence. Oui, tout à fait. Donc intéressant aussi, c'est sur oh pardon, je suis passée trop vite. Sur l'impact carbone des applications de visio, parce que depuis le coronavirus, enfin, on a eu l'occasion de tester un certain nombre d'outils divers et variés, et donc c'est toujours intéressant de regarder l'empreinte environnementale des outils qu'on utilise et d'essayer de trouver un outil qui est le moins consommateur. Donc voilà, c'est Green Spector en fait qui nous propose cette comparaison là entre différents outils. Et donc là aujourd'hui on est sur GoToMeeting, enfin GoToWebinar qui fait partie de la suite GoToMeeting et qui fait partie des applis les moins consommatrices en fait en matière de visio. Donc voilà, je vous invite du coup à consulter. Sur le Green Spector, c'est pareil, il y a pas mal de ressources intéressantes, d'études qui sont super pertinentes. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est une référence selon moi sur le numérique responsable. Et donc sur les sites internet également, parce que vous êtes peut-être amené dans vos fonctions respectives soit à animer un site, soit à piloter un site, ou parfois aussi à créer un site internet. Et sur les sites aussi, on a des leviers et des choses à améliorer, parce qu'on a tendance à créer des choses qui sont très consommatrices d'un point de vue environnemental. Donc on a des sites internet en fait avec beaucoup de fonctionnalités, des pages qui sont de plus en plus lourdes, donc avec un certain nombre de contenus et puis des fonctionnalités aussi qui sont très gourmandes. Donc tout à l'heure, Céline, tu parlais notamment des vidéos qui se lancent toutes seules ou voilà, on va avoir aussi tout ce qui est Google Maps, c'est très consommateur. Vous avez aussi là le moteur de recherche qui va vous donner les mots automatiquement quand vous allez taper en fait dans le moteur. Donc il y a plein de choses possibles à intégrer sur un site internet, mais malheureusement en fait plus on y met de choses et plus votre site il est lourd et moins il est responsable. Donc c'est important en fait quand on développe un site dès l'amont en fait dès le cadrage du projet d'intégrer un certain nombre d'exigences, donc à la fois sur l'environnement, puis après il y a aussi sur la question de l'accessibilité, on y reviendra dans un second temps. Mais enfin voilà, interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Essayez de réfléchir aussi en termes d'expérience utilisateur. En fait, est-ce que l'utilisateur va réellement utiliser ce que vous lui proposez? On voit là le chiffre qu'aujourd'hui, on a près de la moitié des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées sur Internet. Donc, ça pose question du coup sur les outils qu'on met en place et pas forcément adaptés. Donc, en projet, oui. Pardon. À titre, c'est un peu compliqué à distance d'intervenir. À titre d'exemple, les carousels d'images aussi, on pourrait croire que en fait c'est pas très consommateur, mais vraisemblablement ça l'est. Et enfin moi, ce que je m'amuse assez régulièrement à faire, c'est d'aller sur le site EcoIndex, sur lequel vous pouvez renseigner un URL et avoir en fait l'impact environnemental, enfin en tout cas d'avoir un peu une indication sur
où se situe cette page en termes de consommation d'énergie. Donc, c'est amusant et à la fois, c'est quand même assez instructif et ça permet de voir le chemin encore qui reste à parcourir. Tout à fait. Ouais. Et puis n'hésitez pas un peu à challenger aussi l'agence, par exemple, avec qui vous allez travailler pour la création de votre site. Enfin, ils sont aussi en mesure d'apporter un conseil. Il y a de plus en plus de gens, enfin, de ressources sur la place qui sont spécialisés sur la question et qui peuvent aussi donner des outils intéressants. Donc, enfin, voilà, faut pas hésiter un peu à challenger sur cette question-là qui est encore assez neuve en fait. Et finalement, voilà, toutes les agences n'ont pas encore forcément la possibilité d'accompagner là-dessus. Donc voilà, on parle de sobriété fonctionnelle. Moins de fonctionnalités, moins d'éléments aussi sur les écrans, les pages. Diminuer aussi la taille de vos images. Donc, ça fait partie des points importants. Et puis aussi le fait de choisir un hébergeur qui soit à la fois local et responsable. La question de l'hébergeur aussi, elle est hyper importante. Donc, renseignez-vous. Voilà, il y a probablement des hébergeurs sur les territoires à proximité de chez vous ou en France, tout du moins. Donc, c'est important aussi de se renseigner là-dessus. Ça fait partie du numérique durable. Donc, plusieurs outils qui sont disponibles. Vous avez, c'est l'Institut du numérique responsable qui est un think tank en fait dédié au sujet, qui propose un outil pour calculer votre impact environnemental. Donc, avec quelques questions assez simples, en fait, vous pouvez calculer votre impact. Donc, je vous invite à le faire, c'est assez intéressant. Et puis, ça vous stimule aussi pour voir quels sont les points d'amélioration et comment vous pouvez faire en sorte d'améliorer votre impact. Donc, vous aurez le lien sur la slide. On a aussi ce qu'on appelle le Carbonalizer ou carbonalisé en français, qui, en fait, c'est une extension à ajouter sur votre navigateur, donc Chrome, Mozilla, enfin, peu importe ce que vous utilisez. Enfin, je crois que c'est possible sur Chrome et sur Mozilla, et qui vous indique en fait combien votre navigation sur Internet coûte en termes de climat. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et de nouveau, il y a aussi des points de comparaison avec typiquement le nombre de kilomètres qu'on fait en voiture. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des points de comparaison pour savoir vraiment réellement quelle est votre empreinte et la mettre en perspective. Et puis l'éco-index que mentionnait tout à l'heure Céline, qui est hyper simple à utiliser, que vous pouvez utiliser finalement avec tous les sites internet et qui vous donne un score enfin voilà, qui est super facile à comprendre et qui est assez sympa à faire. Et du coup, si vous êtes justement dans la perspective de créer un nouveau site internet, ça peut être intéressant de regarder votre site actuel, de voir où vous vous positionnez et jusqu'où vous voudriez aller, sachant que voilà, l'idéal est d'atteindre la note A. Je viens de voir justement un tweet hier d'une agence qui s'appelle B-Side, qui est une agence de communication, et qui s'est justement mis le défi là en quelques mois de changer leur site internet. Et ils avaient la note F, et ils sont passés à la note A. Donc typiquement c'est intéressant et enfin je pense qu'ils ont travaillé sur tous les sujets qu'on a vus précédemment. Donc on peut y arriver. Il y a des choses à faire, donc c'est assez stimulant. Et puis les ressources. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, j'en ai mentionné plusieurs, mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. Des études super intéressantes qui sortent régulièrement. Donc, je vous invite à consulter ces différentes organisations. Ils ont chacun des comptes sur les réseaux sociaux et ça peut vous alimenter en fait pour aller plus loin dans votre démarche. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie sur l'empreinte environnementale ? N'hésitez pas avec le module à nous interpeller, hein, même si on ne peut pas vous répondre forcément tout de suite, mais on les traitera après. Mais n'hésitez pas, l'idée c'est pas de vous endormir, surtout que vous avez probablement faim. Donc n'hésitez pas à nous interpeller. Donc ensuite sur la partie inclusion, je te laisse la main, Céline. Non, c'est à moi encore, en fait. C'est à toi, ouais. Je prendrai après. Voilà. Fracture numérique. Ça marche.
Je vous lance une nouvelle question en fait dans les sondages sur le pourcentage de femmes en France dans le secteur du numérique. Ah. Donc voilà, ça y est, le sondage est ouvert. Donc est-ce qu'on a 11% de femmes, 28%, 32% ou 36% de femmes? Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. C'est là où on voit qui est pessimiste, qui est connaisseur ou qui est optimiste. On arrive près des 100%. Super. 91. Va-t-on atteindre les 100% de participants? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Donc, je ne sais pas s'il va falloir que je stoppe. Voilà. On est à 28% en fait de femmes en fait dans le secteur du numérique. Donc c'est un chiffre bien sûr trop faible. Donc vous étiez plutôt à 11%. Donc en fait vous étiez encore plus pessimiste. Après peut-être que vous n'avez pas complètement tort parce que ce qui est intéressant de regarder c'est que certes on a 28% de femmes, mais sur quoi elles travaillent parce qu'elles sont aussi beaucoup plus largement positionnées sur les fonctions support, RH, com, marketing, et beaucoup moins sur les fonctions techniques. Donc en réel, du coup, vraiment, quand on regarde numérique plus technique, on a encore beaucoup moins de femmes, du coup, dans le secteur du numérique. Donc c'est un secteur en fait qui est vraiment de plus en plus masculin. Alors c'est un peu déprimant honnêtement parce que quand on regarde toutes les initiatives qu'il peut y avoir en France et sur les territoires pour favoriser justement le fait que notamment les jeunes femmes, les étudiantes ou les lycéennes s'intéressent au numérique, on se dit que c'est un peu dommage en fait parce que finalement là on voit qu'on a moins 2% en fait de femmes dans le secteur du numérique, alors que dans l'Union européenne, on est à plus de 23%. Donc, on a vraiment une spécificité française d'un désamour en fait des femmes pour ce secteur. Donc, on a encore beaucoup de progrès à faire et voilà, c'est loin d'être gagné. Peut-être une précision, je me permets. Historiquement, en plus, c'était des métiers assez féminins, finalement, à partir des années 50, et la tendance a eu vocation à s'inverser dès lors que les métiers se sont peut-être technicisés, voire où ont été plus considérés et où ils ont été plus rémunérateurs aussi. Donc, la tendance s'est un peu inversée. Et en tout cas, on sait aussi qu'il y a des pays en Asie notamment où il y a en fait une plus grande proportion de femmes qui travaillent dans le numérique parce que c'est aussi des métiers où il est plus facile de télétravailler, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de mettre tout ça en perspective et de voir que en fait culturellement il y a quand même de sacrées différences en 2020 sur toute la planète. Et donc, on a à la fois en fait le fait que les femmes peinent finalement à se projeter du coup dans le numérique et ne se dirigent pas vers les filières. Mais en plus, quand les femmes finalement se dirigent dans le numérique, elles ont un turnover qui est 2 fois plus important que celui des hommes. Donc, elles y vont, mais elles en sortent assez rapidement. Donc, c'est d'autant plus embêtant puisque finalement, déjà assez compliqué d'amener les femmes finalement à aller vers ce secteur. Et en plus, quand elles y arrivent, en fait, quand elles rentrent dans le secteur du numérique, elles en sortent. Et ça s'explique notamment par un sexisme quand même assez important. Et donc des témoignages, je vous inviterai justement à consulter cette émission là de France Inter où voilà, on fait état que les femmes ne se sentent pas forcément les bienvenues et que c'est un univers voilà, qui est masculin depuis quelques années et que ce qui n'est pas forcément toujours très bienveillant non plus pour les femmes qui y rentrent. Donc il y a à la fois un travail à faire en termes d'attractivité et aussi un travail à faire au sein des entreprises du numérique pour faire en sorte que les femmes aient envie de rester et envie de faire des carrières en fait dans ces entreprises.
Un point d'explication qui peut être quand même intéressant à regarder d'un point de vue culturel, c'est quand même la figure du geek. Je vous invite à rechercher en fait sur Google ou sur un moteur de recherche quelles sont en fait quand vous tapez geek, quelles sont les images qui apparaissent. Et donc, voilà, on est vraiment sur l'image masculine qui prédomine, avec vraiment le geek un peu hipster, le geek un peu nerd, mais on ne va pas être sur la femme. Enfin voilà, clairement, ça va arriver en 30e résultat d'avoir une figure féminine. Donc, je pense que c'est à l'image en fait de la projection en fait qu'on se fait dans des métiers du numérique, du digital, qui est assez tronquée par rapport à la réalité et à la diversité de métiers en plus qu'on peut exercer. Il n'y a pas que des codeurs dans le numérique, même si les coder c'est super, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut travailler là-dessus. C'est assez intéressant d'un point de vue sociétal. Donc concrètement, comment on peut agir durablement? L'une des pistes, c'est aussi de construire davantage de rôles modèles. Finalement, pour se projeter en fait dans un métier ou dans une filière, c'est important aussi de s'identifier. Et donc aujourd'hui, on manque peut-être encore en France de figures féminines qui font des carrières dans le numérique et qui donnera envie en fait à des jeunes femmes de se projeter. Donc, pour moi, ça passe aussi par là, par les rôles modèles. De continuer aussi à sensibiliser les filles au métier du numérique. C'est vraiment un enjeu important d'aller dans les écoles, de donner envie en fait et de les attirer dans ces filières. Juste aussi un point qui me semble aussi important à mettre en perspective par rapport à cet enjeu, parce que quelque part, vous pourriez vous dire, oui, avoir plus de femmes dans le numérique, ok, mais concrètement, pourquoi? Moi, je trouve que c'est un enjeu en fait de carrière pour les femmes, parce que c'est un secteur hyper dynamique en termes d'emploi, dans lequel il y a plein de choses qui se passent, et il y a des opportunités professionnelles assez intéressantes et assez rémunératrices. Et aujourd'hui, on se rend compte que les femmes, elles sont dans très peu de familles professionnelles. Elles sont majoritairement dans 12 familles professionnelles sur à peu près 80 familles, alors qu'on va retrouver les hommes plutôt dans une quarantaine de familles professionnelles. Donc déjà, elles sont vraiment, voilà, elles sont essentiellement sur le care, la santé, sur l'aide aux personnes, les métiers de service principalement. Et donc, déjà, il y a un enjeu de diversification, en fait, de finalement avoir des femmes dans beaucoup plus de secteurs, c'est quand même un enjeu important. Et puis, elles sont aussi positionnées principalement, en fait, sur les métiers les moins rémunérateurs. Parce que les filières que je viens de mentionner, le care, la santé, service à la personne, c'est aussi les filières qui payent le moins bien. Donc, on se retrouve aussi avec des différences salariales extrêmement fortes. Donc, pour moi, ça fait aussi partie du problème plus global, plus systémique, en fait, de la question des femmes dans le monde professionnel. Donc, voilà, je pense que c'est important d'y travailler et via la filière numérique, il y a beaucoup de choses à imaginer. Peut-être juste pour compléter le propos, effectivement, il y a les interventions au sein des écoles ou en tout cas dans la sphère un peu périscolaire. Mais si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou salarié d'une entreprise, sachez que d'ouvrir les portes de son entreprise, de faciliter justement la mise en relation, l'échange un peu, ça permet vraiment de susciter des vocations, peut-être pas en si peu de temps, mais en tout cas, c'est ce côté un peu démystification, il est réel et il fait vraiment aussi tomber des barrières en permettant cet échange-là entre des collaborateurs et entre des lycéens, des collégiens, que ce soit des publics féminins ou non d'ailleurs. Du coup, sur la chaîne ADN Ouest, tu veux expliquer, Céline? Oui, alors effectivement, comme d'autres acteurs au sein d'ADN Ouest, on travaille sur ces enjeux de diversité et de mixité. Et donc, on a aussi une chaîne qui est dédiée à l'emploi et la formation, et donc qui, à travers de témoignages vidéo, mais aussi en avant qu'est-ce que sont les métiers du numérique, mais aussi a à cœur, en tout cas, de mettre en avant aussi des femmes qui viennent témoigner et présenter leur métier.
Pardon. Voilà. Donc sur la fracture numérique. Oui, alors donc là, c'est moi qui enchaîne sur cette partie-là. Alors, on dissocie fracture numérique et accessibilité numérique. Dans fracture numérique, donc on a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique, donc c'est la slide d'après. Et donc, on va pouvoir parler, par exemple, des personnes qui sont d'une part sans équipement ou qui n'y ont pas accès, des personnes aussi qui se situent en zone blanche. Et donc, on voit que ça pose quand même quelques questions quand on voit que le gouvernement envisage des services publics totalement dématérialisés d'ici 2022. Et quand on met ce chiffre en perspective, ça interroge quand même pas mal sur cette fracture numérique qui risque de s'intensifier à mesure que tout se numérise, voire digitalise. Donc là-dessus, il y a évidemment des associations qui y travaillent pour pallier. On a Emmaüs Connect qui est très connu, qui n'est pas implanté dans la région nantaise. On a Ping au niveau de la métropole qui intervient sur ces sujets-là, qui fait de la médiation numérique, de l'apprentissage et Innovavenir. Alors, il y a aussi plein d'autres acteurs, mais l'idée, c'était de vous dresser un petit panorama, en tout cas sur notre territoire et un peu au-delà des solutions qui étaient proposées par les associations. Peut-être juste pour compléter sur Innovavenir, c'est proposé par les entreprises pour la cité. Et donc, ça s'adresse notamment aux jeunes des quartiers prioritaires. Et parce qu'on se rend compte aussi que c'est pas forcément toujours un souci d'équipement, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui sont équipés d'ordinateurs, de téléphones, etc. Mais après, c'est plutôt aussi souvent une question d'usage. Et c'est comment je les utilise, en fait, ces outils, et comment je les utilise bien. Et donc là-dessus, voilà, il y a des travaux qui sont assez intéressants qui sont menés par ce type d'association pour justement réfléchir aux pratiques et donc et aux bonnes pratiques, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, les fake news, etc. Et donc c'est intéressant aussi de questionner l'information qui vient à nous et de la mettre aussi en perspective, de s'interroger et pas forcément prendre pour argent comptant évidemment tout ce qui circule sur Internet. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles c'est intéressant de travailler, et notamment avec un public plutôt jeune. Donc, d'un point de vue accessibilité, on va plutôt parler du coup de l'exclusion du numérique de par soit un handicap, soit une inadaptabilité un peu autre. Donc, il y a aussi un enjeu fort de rendre beaucoup plus accessibles certains sites internet, certains services. Donc, ici, on voit qu'un site web accessible, c'est un site dont dont les contenus sont consultables par tous les internautes, donc qu'ils soient en situation de handicap, valide ou senior. Donc, ça peut aller de la taille du texte sur le site internet à la faculté de pouvoir distinguer les couleurs. Par exemple, pour des personnes daltoniennes, il y a certaines chartes graphiques qui sont vraiment difficilement accessibles. Et donc, pour cela, slide d'après, Anne. C'était bon, j'allais enchaîner. Donc, pour cela, effectivement, il existe donc des référentiels et donc qui dressent un peu 4 exigences qui permettent de rendre un site accessible. Donc, effectivement, je le parlais, il y a la notion de perceptibilité. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, le fait de pouvoir avoir des éléments qui sont distinguables visuellement, de pouvoir avoir aussi des alternatives textuelles, des alternatives textuelles aux vidéos. Donc, ce sont par exemple quelques solutions qui permettent d'améliorer cette notion de rendre perceptible ce qui est présent sur le site internet. Donc, on a la notion de utilisable. Donc là, c'est aussi du contenu qui puisse être accessible et à la souris et au clavier. J'ai assisté à une conférence, donc une personne qui est aveugle et qui disait que, par exemple, quand les pavés tactiles sur les applications bancaires ont été mis en place, et cette personne ne pouvait plus accéder à ses comptes bancaires puisque qui dit pavé tactile dit ne pouvait pas se repérer, par exemple, sur un smartphone pour taper son code confidentiel. Donc, on a aussi la notion de rendre ces contenus compréhensibles. Donc, c'est un contenu qui est lisible, voire prévisible, et qui peut aussi limiter les erreurs de saisie. Par exemple, quand on va pouvoir
renseigner des champs sur les sites internet dans certains formulaires. Et robuste, donc la notion de robustesse, elle est intéressante et elle est assez en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire perdurer les équipements. Dans l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps, qu'importe le navigateur, qu'importe le système d'exploitation, qu'importe le modèle du téléphone. Et donc, voilà, ça fait partie de la 4e exigence. Et donc, on parle de ce référentiel soit WCAG 2.0, soit RG2A. Donc là, on vous a mis des ressources d'acteurs, d'associations qui agissent en tout cas en faveur d'un numérique plus inclusif, en faveur de plus de mixité dans les métiers du numérique. On n'a pas forcément traité la notion d'accessibilité parmi ces acteurs-là, mais en tout cas, sachez que y a des entreprises qui sont spécialisées ou des agences et qui peuvent vous accompagner en tout cas des projets, ou vous aider à définir si votre site il est conforme à ces normes-là, et le cas échéant, à améliorer son accessibilité. On va ensuite passer sur la dimension éthique du numérique. Donc, à travers la dimension éthique, je pense qu'on peut parler un peu des choix qui sont opérés par les acteurs du numérique, soit en matière de transparence ou de connaissance des consommateurs. Donc, l'idée de cette partie, c'est pas forcément pour nous de prendre position pour ou contre un sujet, mais bien de vous sensibiliser et de garder un esprit ouvert à ce qui se passe. Donc, on a un petit sondage qu'on vous propose. Combien de Français seraient prêts à vendre ou donner leurs informations de géolocalisation ou historique de recherche à des entreprises? On vous laisse répondre. Donc 12, 25, 46 ou 59%. Alors là, vous êtes quand même plutôt tous assez optimistes, ce qui est rassurant par les temps qui courent. On va arrêter là. Donc, majoritairement, vous avez sélectionné 46%. Basculer. Donc, on est à 59%. Vous êtes 8% seulement à avoir choisi, en fait, à avoir choisi 59%. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi, j'avoue que ce chiffre m'a pas mal surpris, aussi, Céline, je crois. C'est quand même assez inquiétant et ça pose question en fait justement par rapport à la sensibilisation à ce type de questions et que finalement on manque sûrement aussi d'éléments et on a sûrement pas suffisamment de pédagogie aussi sur ces sujets-là et que c'est important de sensibiliser en fait les citoyens, les internautes à la question des datas et que les choses progressent mais il y a quand même pas mal d'inconnus. Et finalement, de choses qu'il est quand même important de questionner. Donc cette étude est quand même assez édifiante et nous donne d'autant plus envie de sensibiliser en fait. Donc peut-être sur la RGPD, je ne sais plus si c'est toi ou moi, Céline. Je peux prendre si tu veux, tu prendras après. Donc le règlement général pour la protection des données, donc c'est un cadre législatif européen qui date de mai 2018 et donc qui oblige les entreprises ou en tout cas tout autre organisme collecteur de données à répertorier les données, à ne collecter que les données utiles à son fonctionnement et à obtenir le consentement donc éclairé des utilisateurs ou des consommateurs pour le fait d'exploiter ou en tout cas de garder ces données-là. Donc si on parle d'un numérique, on essaie de parler d'un numérique responsable et l'enjeu aussi dans le numérique, c'est cette question, et on parle d'éthique et l'enjeu il est aussi là de dire ok, je construis un service, je construis un produit,
mais il faut quand même que je collecte le minimum de données pour pas nuire justement à mes utilisateurs avec une mauvaise utilisation de ces données-là ou ne pas laisser la porte ouverte éventuellement à des cyberattaques ou que sais-je. Enfin, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, il y a quand même ce cadre juridique qui protège le consommateur, qui protège les utilisateurs du numérique et qui interroge encore parfois, par exemple, quand on reçoit un courrier qui nous propose, un courrier d'opticien qui nous propose des lunettes alors qu'on n'en porte pas, ou des fournisseurs d'énergie qui nous démarchent téléphoniquement et dont on se demande. Donc là-dessus, en tout cas, en tant que consommateur comme nous tous, sachez que vous pouvez aussi faire des demandes auprès des opérateurs qui vous contactent en disant de quelles données vous disposez sur moi, où est-ce que vous les avez eues, et vous pouvez aussi demander leur suppression. Donc là-dessus, en tout cas, il y a vraiment un cadre sur cette protection des données qu'il est important de rappeler aussi en tant que citoyen et consommateur. Il y a un cadre qui a permis aussi de faire largement progresser les pratiques en entreprise, parce que mine de rien, ça a permis quand même de se questionner, et il y a sur des sujets qu'on avait mis des fois un peu sous le tapis, en mode coucou, je collectionne les fichiers Excel avec plein de mails que j'ai collectés depuis des années. Enfin, moi, personnellement, c'était un peu ça. Là, c'est vrai qu'au regard de la réglementation, on se dit, oups, il va peut-être falloir fonctionner différemment. Et puis, je trouve que du coup, ça permet de se poser pas mal de questions et de faire les choses en bonne intelligence et de remettre bien notre mode de fonctionnement à plat. Donc, je pense que ça a quand même été assez vertueux dans les entreprises. Alors, sur ensuite ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, concept comme ça qui va peut-être vous paraître un peu abstrait. Ce qui est intéressant en fait là-dessus, c'est de se questionner en fait sur toutes les innovations qui impactent la planète. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre en fait d'innovations qui arrivent et donc on innove dans tous les sens. Enfin voilà, c'est la progression, l'avancée technologique, c'est très bien. Mais après, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est toujours bien d'avoir une solution technologique pour répondre à un problème? Est-ce que chaque problème, en fait, a besoin d'avoir une réponse technologique? Et donc, voilà, on vous a pris deux exemples, là, par exemple, de la reconnaissance faciale en Chine, où au moment justement de la sortie du confinement sur l'application Stop Covid, sans vouloir rentrer dans un débat, etc. Mais c'est juste de se dire à un moment donné, est-ce que c'est toujours bien le bon outil? Est-ce que d'un point de vue éthique, on en a réellement besoin? Et que la technologie ne répond pas forcément à tous les problèmes et que, en tout cas, il est important de se poser surtout les bonnes questions. Je vous invite aussi, vous verrez dans la présentation, il y a un chercheur, je serai incapable de vous redonner son nom, qui est un chercheur russe, si je dis pas de bêtises, et qui a fait pas mal de choses là-dessus. Donc, je vous invite à consulter ses travaux, c'est assez intéressant. Et puis, typiquement, dans le solutionnisme, on peut penser à la 5G. La 5G, on en entend quand même de plus en plus parler. C'est pareil, sans vouloir rentrer dans un débat qui pourrait peut-être être houleux. En a-t-on réellement besoin? Est-ce que c'est réellement plus efficace? Est-ce que on ne va pas au contraire faire s'accroître encore plus la consommation énergétique? Donc en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que membre d'une société, tout simplement, c'est important de s'interroger et de ne pas déposséder de ce type de sujets qui sont des sujets en fait de société, quoi. Et puis peut-être justement sur la 5G, on parle de l'effet rebond. Donc, c'est-à-dire que sur n'importe quelle innovation technologique, en fait, plus on va avoir un outil qui va être puissant, plus peut-être sur le moment il va être plus efficace d'un point de vue énergétique, il va peut-être moins consommer, mais en fait plus un outil va être puissant et plus il va être consommé par un maximum de monde, et plus vous allez massifier en fait la consommation, et plus le côté environnemental va exploser. Donc finalement, ça questionne aussi, parce que sur le moment,
si on ne réfléchit pas en termes de cycle de vie et qu'on a simplement le produit lors de son lancement, on peut se dire oui, on va réduire l'empreinte environnementale. Mais ce qui est important, c'est de regarder l'analyse en fait de ce cycle sur tout le long de la vie du produit et de voir réellement en fait au terme de sa vie ce qu'il aura réellement produit. Donc voilà, l'effet rebond, je pense que c'est intéressant aussi comme concept. Sur le Black Friday, vous en avez sûrement entendu parler, donc une journée vraiment dédiée à l'achat, à la consommation de masse, où beaucoup de marques en profitent pour faire des réductions, des promos sur les produits qu'ils vendent. Donc voilà, une illustration qui est assez sympa pour parler ce jour-là, et donc avec des achats par carte bancaire qui battent des records un peu partout en France. Donc en termes de consommation, ça pose aussi question. Et il y a un certain nombre de marques aujourd'hui qui s'engagent et qui ont décidé en fait de ne plus participer au Black Friday. Donc Fallo notamment qui a été dans les premiers, et puis il y a aussi eu par exemple la Camille. Enfin, il y a un certain nombre, 600 marques aujourd'hui sur un site sur le collectif qui ont décidé de ne plus rentrer en fait dans ce système-là qui est voilà, qui est un système d'ultra consommation et qui aussi nous interroge sur notre mode de fonctionnement. Donc là, on va aller même bien au-delà du numérique, en fait, mais sur nos modes de consommation au sens large. Et donc, ça pose aussi question. Et donc, voilà, je vous invite la prochaine fois, si vous avez l'habitude de consommer au moment du Black Friday, de repenser à l'empreinte environnementale que ça génère et à la catastrophe écologique que ça déclenche derrière. Du coup, généralement, ça stoppe un peu l'envie de se laisser tenter. Donc, en termes de solutions, justement, pour aller vers une consommation plus responsable, ce qui est intéressant déjà, c'est de réfléchir aussi à la question de la vie privée, de réfléchir à des solutions alternatives et de préserver un maximum sa vie privée, en fait, sur les réseaux, et de faire attention à la question des datas. Donc le marketing digital, je viens d'en parler. Et un concept aussi que je trouve très intéressant, c'est ce qu'on appelle le design éthique et donc l'économie de l'attention. Et donc j'ai indiqué ici une petite capture d'écran d'un article que je vous invite à lire sur un média qui s'appelle Ouzbek Erika, et donc ce qui est titré sur son ligne morte, personne ne se dit j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. Et je trouve que ce titre, il est très parlant et que finalement, on consacre beaucoup de temps dans notre journée sur les réseaux sociaux et on perd beaucoup de notre temps à faire des choses finalement finalement, sur son lit de mort, c'est vrai que j'imagine que personne ne se dit ça. Donc, c'est intéressant l'économie de l'attention et on n'y pense pas, mais on est vraiment happé par plein d'outils, par voilà, une consommation de masse. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant de reposer les choses et de se dire est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, de consacrer autant de temps à ce type de choses. Est-ce que tu veux compléter, Céline? Pour le coup, non, c'est tout bon pour moi. Et donc, en termes de ressources, on a les designers éthiques. Donc, c'est super intéressant. Leur site, c'est un collectif aussi. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Donc, plein de ressources intéressantes. J'ai passé un petit moment sur leur site. C'est vraiment bien fait. Et puis, voilà, quelques ressources à nouveau que vous pouvez consulter avec un certain nombre d'initiatives de contenu qui peuvent vous permettre d'aller plus loin parce que, voilà, je vous le rappelle, nous, on est vraiment dans ce module, dans une optique premier pas. Donc, on vous donne, j'espère, peut-être des petits déclics, des astuces, mais après, on peut bien sûr approfondir. On est vraiment sur une introduction au sujet. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à atteindre la sobriété numérique? Et puis, peut-être aussi, quelles actions vous avez envie de mettre en place à l'issue de l'atelier. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module questions si vous avez des idées qui vous viennent en tête ou des choses que vous avez envie de faire en fait suite aux petites astuces qu'on a pu vous dispenser. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas, n'hésitez pas, on regarde en même temps s'il y a plus de questions. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous incite aussi à aller voir la charte numérique responsable
qui est une charte d'engagement en fait sur le sujet et qui formalise super bien les différents principes et comment aussi concrètement on peut mettre ça en œuvre, soit dans son organisation, soit dans son entreprise. Et donc la charte est disponible sur Internet et elle peut permettre justement de formaliser un plan d'action et de voir un peu où est-ce qu'on va. Donc voilà, je vous incite à aller la consulter. Et puis, si le sujet vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner. Enfin, à travers les réseaux sociaux, il y a énormément, enfin, on retrouve énormément d'initiatives. C'est vraiment le numérique responsable, c'est vraiment un sujet assez d'actualité qui se structure aussi au niveau national et au niveau régional ou local. Bon, ADN Ouest, bien sûr, mais également, il y a vraiment plein d'autres acteurs. Donc là-dessus, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi une chouette source d'information et de veille sur le sujet avec plein d'autres pistes à explorer. Alors, a priori, vous avez envoyé des questions, donc c'est bien, du coup, j'en ai vu aucune. Donc, je me rends compte là, en fait, on a un tout petit menu déroulant où on voit à peine, en fait, je sais pas pourquoi, on voit pas plus que ça, mais il y a des questions. En tout cas, je vois, allez-vous envoyer la présentation? Donc, oui. On va vous l'envoyer et avec un certain nombre de liens, de ressources sur lesquelles vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Je regarde rapidement en fait s'il y a d'autres questions ou commentaires. On avait une remarque tout à l'heure d'une personne qui disait que ça se passait très bien avec ses collaboratrices féminines. On n'a pas voulu du tout faire de généralité, mais en tout cas, on sait que effectivement le sujet de la mixité, c'est un sujet, notamment d'un point de vue aussi du développement des outils, quand on voit par exemple les biais cognitifs de l'intelligence artificielle avec le fait que ce soit fait par des personnes de sexe majoritairement masculin. En tout cas, c'est des éléments de travail, mais on ne doute pas qu'il y a plein d'équipes chez qui ça fonctionne très très bien et c'est assez. Heureusement, oui, heureusement que le portrait n'est pas totalement noir, mais en tout cas, on ne peut pas nier non plus qu'il y a un certain nombre de sujets à traiter. Et voilà, même s'il y a des entreprises chez qui ça se passe très bien, il y en a aussi dans lesquelles il faut progresser. Mm. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. C'est, voilà, peut-être juste comme ça en termes de retour d'expérience, c'est bizarre de ne pas vous entendre parce qu'on se sent un peu seul en fait, du coup, de ne pas avoir d'interaction orale avec les gens. C'est la première fois que je testais personnellement ce GoToWebinar et du coup, c'est un peu curieux. Donc, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés et que vous avez passé un bon moment et puis que vous avez appris des choses. On se quitte là. Allez, merci à tous. Passez une excellente journée et puis peut-être à bientôt en physique ou en distanciel. À bientôt. Au revoir.